Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'après-ski, l'émission où on revient sur l'actualité des sports de neige. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir deux invités. Malheureusement, la neige n'est pas encore là, mais Johan, on est bien entouré. Effectivement, on est avec le bagnard le plus connu du Cirque Blanc, 186 départs en Coupe du Monde, désormais établi en descente et en Super G. Salut Justin Murisier. Bonsoir. Et avec nous également un Haut-Valaisan, 13 podiums en Coupe du Monde, une médaille mondiale et une médaille olympique. Salut Sylvain Zurbriggen. Bonjour. Après le coup d'envoi de Solden il y a un peu plus d'une semaine, on devra patienter jusqu'au 16 novembre pour avoir les épreuves de Lévis. Donc le débrief sera succinct et puis nous reviendrons et nous aborderons le choix et l'évolution des disciplines dans le cours d'une carrière. Il sera surtout donc question de polyvalence. D'ailleurs, on a passé un coup de téléphone à Alexis Pinturo, le skieur français le plus titré de l'histoire de la Coupe du Monde. Et bien évidemment, nous prendrons des nouvelles. On va s'enquérir de Justin Murisier, de ses ambitions pour la saison à venir. Mais avant tout, on va faire un petit retour en arrière de 10 jours, Justin, avec le recul. Comment tu analyses ta performance à Solden et une 17e place lors du géant d'ouverture ? Alors, sincèrement, je suis vraiment ravi de cette 17e place. C'est rare que j'ai dit ça dans ma carrière, d'être content d'une 17e place, mais avec un été un peu en délicatesse avec mon genou, je pensais même pas réellement prendre le départ. Les 2-3 dernières semaines avant la course ont été décisives pour prendre la décision. Donc, je suis quand même satisfait d'avoir pu faire 2 belles manches. Je fais le 4e temps de la 2e manche et c'est vrai que j'aurais espéré remonter un peu plus. Et c'était très très serré, donc voilà, je finis 17e, mais c'est très encourageant. Et depuis Solden, qu'est-ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es entraîné et où ça ? Oui, alors les dernières années, moi j'étais plutôt d'optique de prendre une semaine directe de coupure derrière Solden, parce que c'est vrai que souvent on est un peu dans le stress pour arriver en forme à Solden, c'est très tôt. Et par contre, cette année, vu qu'on va partir en Amérique vers le 20 novembre, on a décidé d'enchaîner direct avec 3 jours de Super G pour ensuite pouvoir faire un petit break et puis se reconcentrer sur le physique de la dernière semaine avant de partir. Sylvain, Marcel Hirscher qui est revenu à la compétition après 5 ans de pause. C'est quand que tu annonces ton retour sur les skis ? Plus jamais. Non, pour moi, c'est beau comme ça. Et voilà, comme il a dit, c'était une super course. C'était aussi aux télévisions, c'était intéressant. C'était avec, pas que Hirscher, Praten, mais aussi, je veux dire aussi la course de Justin, c'était super bien. Il a skié, j'ai bien aimé. Et puis, je pense que même si l'été n'était pas très bien, il peut être très confiant maintenant, aussi pour les autres disciplines, mais surtout les géants, j'étais très impressionné. Bravo. C'est quelle performance qui t'a le plus marqué lors de ce géant d'ouverture ? Bon, c'est clair, Broughton, il a explosé. Mais moi, c'est clair, mon cœur, il a été un peu plus chez Justin. Je suis un petit peu qu'est-ce qu'il a eu. Et puis voilà, on se connaît très bien, on s'entend des fois. Mais moi j'étais très, très heureux pour lui parce que voilà, avec ça qu'il a eu, surtout avec les performances, comme il a skié techniquement et aussi les temps en deuxième manche. Il a fait une petite faute dans un petit endroit, mais sinon, il était très, très, très vite. Alors, voilà, pour moi, c'était un gros plaisir. Ce premier géant de Solden était plein d'enseignements. On se réjouit de l'hiver qui va suivre. Et désormais, on va parler de la grosse actu de la semaine. Cette semaine, la grosse actu s'intéresse à la réorientation de carrière, notamment au passage de discipline technique à la vitesse. Sylvain, Justin, vous avez commencé en Coupe du Monde en slalom, vous avez fini plutôt sur les disciplines de vitesse. À la base, est-ce que vous avez pensé que vous pouviez faire une carrière entière dans une discipline, celle du slalom ?
Moi, j'ai toujours pensé un petit peu, parce que même quand j'étais très jeune, j'ai bien aimé la descente. J'ai fait à Verbier, chez lui à la maison, champion junior, j'ai fait deuxième. Mais c'est clair, pour rentrer après dans la Coupe du Monde, hein, le focus, c'est surtout sur les disciplines techniques. Et puis, quand moi j'étais encore plus jeune, j'étais plus ou moins le seul au slalom. Alors, ils ont vraiment poussé sur ça. Après, j'ai repris un petit peu le combiné. Et puis après, bon, c'était un jour qu'ils ont changé le règlement dans le slalom. C'était les distances, ils ont mis beaucoup plus petit. Ça veut dire qu'on a eu 13 mètres, 14 mètres. C'était pour nous qui est 100 kilos, comme à Tchorchoroka, Pranger, Kostelic. Nous, on était lourds. On a bien aimé la vitesse parce qu'avec 14 mètres de distance. Mais après, ils ont mis 9,5, 10,5 mètres. Et après, on a vu qu'on a eu des problèmes parce qu'on était trop lourd, pas assez vite dans les mouvements. Et puis voilà, c'était pour moi surtout parce que j'étais troisième en champion général encore au slalom. Et après, la saison après, c'était devenu très très dur avec les distances. Et après, Patrice Morizot, il m'a repris sur la vitesse. Et puis voilà, j'ai attaqué là. Et toi, Justin, est-ce que tu as imaginé ta carrière de slalomeur? En réalité, j'ai eu la même chemin que Sylvain. C'est vrai que j'ai fait les championnats du monde junior ici à Crans-Montana. J'avais fait deuxième en Super G. Et tu es aussi médaillé en slalom aussi lors en des slalom, championnats ouais, du monde junior. effectivement, ouais. Et en combiné. Mais puis en descente, j'étais très très vite, mais je suis tombé malheureusement. Donc je savais que j'avais du potentiel pour faire de la vitesse. Et je suis rentré aussi dans les cadres de Swiss-Ski grâce au Super G. Donc disons que tous ces petites infos, ça me disait que je pouvais peut-être un jour aller sur la vitesse, mais être bon au national ou au junior ou être bon à l'international, c'est quand même deux sports différents. Donc j'avais l'intention d'essayer, mais ça aurait très bien pu ne pas fonctionner. Donc je suis quand même ravi que ça a fonctionné. Quand tu es arrivé sur la Coupe du Monde, dès ta quatrième course, tu fais top 10 à Val d'Isère en slalom. Puis il y a deux blessures successives, 2011, 2012, qui t'ont freiné. C'est aussi ça qui t'a peut-être péjoré pour une carrière en slalom? Bon, oui, c'est clair que j'aime pas trop revenir en arrière et dire avec des si j'aurais pu faire des choses exceptionnelles, mais c'est clair que les genoux, on sait que c'est délicat. En slalom, on a pu voir des grands champions qui se sont blessés aux genoux, comme Benny Reich, comme JB Grange, qui ils ont eu vraiment, vraiment de la peine à revenir. Et moi, j'étais même pas établi, en fait. J'avais fait ce top 10, j'avais fait quelques courses où j'étais pas mal, mais j'étais encore même pas dans les 30 en Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'après 2 ans d'absence, de revenir, c'était très très dur et j'ai remarqué que c'est vraiment en slalom que j'avais le plus de peine à avoir la confiance pour pousser dans les manches et c'est pour ça que je me suis orienté un peu plus sur le géant par la suite. Sylvain, toi, tu as encore continué longtemps le slalom malgré tout. C'était surtout dans l'optique du combiné, mais pourtant, tu faisais des gros résultats encore en slalom alors que tu étais un très bon descendeur. Oui, comme tu as dit, c'est surtout pour le combiné. Mais après, j'ai reçu aussi un peu des problèmes au niveau du dos, de santé, parce que le slalom, c'était très court, et voilà. Et puis quand tu s'entraînes un peu moins et tu fais le concentre un peu plus sur les vitesses, quand tu reviens au slalom, le corps, il m'a toujours réagi, et toujours négatif. J'ai eu après vraiment des douleurs. Et puis voilà, c'était après un jour que j'ai dit, allez, je dois arrêter aussi le combiné. On voit beaucoup d'athlètes qui passent de la technique à la vitesse, mais le sens contraire, pratiquement jamais. C'est surtout les contraintes physiques des disciplines techniques du slalom, du géant, qui empêchent vraiment de voir des athlètes revenir sur ces disciplines. Alors je pense, on avait Didier Cuche qui est venu par la suite, qui s'était établi en géant par la suite, mais c'est peut-être le seul athlète qu'on peut avoir remarqué durant toutes ces années. Mais en réalité, le slalom et le géant, c'est la base technique pour les jeunes. D'ailleurs, c'est vraiment dans cette direction qu'ils essaient de travailler le plus possible. Donc c'est normal quasiment d'arriver par la technique et ensuite se diriger par la vitesse. Et j'ai l'impression, de mon avis personnel, que il y a eu une période de transition où il y en a qui ont vraiment fait que de la vitesse des jeunes et on les a vus très vite stagner et arriver à un bon niveau mais jamais pouvoir exploser. Et si on regarde ceux qui sont tout devant finalement en Coupe du Monde, c'est tous des mecs qui ont fait des gros résultats déjà en technique, en géant en Coupe du Monde avant de se mettre à la vitesse, comme Cyprien Sarrazin, Marco, même un gars comme Kildé qui fait encore podium à Adelboden l'année passée. C'est tous des mecs qui en géant, ils savent très très bien skier. Ouais.
Le seul athlète qui fait toutes les disciplines encore, c'est Marco Schwarz. On peut dire que c'est un extraterrestre de pouvoir participer à toutes les disciplines, Sylvain. Oui, je pense, c'est exceptionnel. Et puis, voilà, là, on a eu toujours des grosses discussions. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il a fait juste, hein? Voilà, parce que les extrêmes, de mon avis, les slaloms, c'est très court, c'est très vite. Et la descente, c'est une force endurance sport. Ça veut dire tenir, voilà. Et puis, moi, à mon avis, tu peux faire dans certains points des choses comme lui, mais je pense que plus en plus, quand tu fais des descentes, aussi pendant l'hiver, ça va être plus dur dans le slalom. Mais les choses comme il a fait il y a 2 ans maintenant, c'était exceptionnel, même pour moi. Mais voilà, on a eu de nouveau, je sais pas, lui il était presque trop sûr sur la descente des jambes parce qu'il n'était pas sûr pour aller à Bormio ou bien pas. Là, on a eu de grosses discussions aussi avec un Didier Defago. Est-ce que c'était juste, c'était pas juste? Un ami, à mon avis, c'était dommage parce qu'il était monstre fort au slalom. Et puis aussi pour les Coupes du Monde, c'était tout ouvert. Malheureusement, c'est passé comme ça. J'espère qu'il revient bien, mais voilà, c'est un skieur pour moi un peu spécial. Et comment vous expliquez la différence chez les femmes? On voit beaucoup plus de polyvalence, par exemple une Petra Vlhova, Mika Shiffrin ou encore Michelle Guizine. Pourquoi il y a une telle différence entre le circuit féminin et masculin, selon vous? C'est une question piège. Je me suis jamais réellement trop posé la question et bon, je pense qu'on n'a pas besoin non plus de se cacher du fait que chez les femmes, il y a 4 ou 5 femmes qui sont vraiment au-dessus du lot. Dont Shiffrin, dont Michelle Guizine, dont Lara Gut, qui sont vraiment dans leur discipline un peu en avant. Donc elles peuvent se permettre d'aller faire des piges dans les autres disciplines. De prendre plus de temps pour d'autres disciplines. Sans que ça péjore leur discipline phare. Et je pense que c'est ça vraiment la différence. Et c'est ce qu'il a expliqué Sylvain avant. Quand on voit comme il était en forme, Marco Schwarz, c'était bien d'aller faire quelques descentes. Mais je pense qu'à un certain point, il aurait dû vraiment se reconcentrer sur sa discipline. Et je pense que les femmes, elles ont je dirais un peu plus de marge, un peu plus de jeu pour aller faire quelques fois des disciplines qui ne sont pas forcément leur discipline de prédilection, mais qui peuvent quand même performer. Ouais. Le combiné a disparu, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins de skieurs polyvalents. Ça peut être aussi, mais je pense que surtout le slalom, comme j'ai dit ou expliqué, avec les distances, ça change vraiment. Si on repart sur les distances 14 mètres, ça va de nouveau changer énorme parce que voilà, le vitesse, le poids, ça donne aussi du vitesse. Mais si le poids, ça te dérange parce que voilà, le mouvement n'est pas assez vite, on n'a plus de chance pour faire des 4 disciplines. Marco Schwarz, comme je dis, il est exceptionnel. Bon, au dessin, il n'était pas encore comme à Didier Cuche, hein, mais c'est clair qu'il a fait aussi des super résultats, pas de question. Mais quand même, je pense que c'est fini avec 4 disciplines. Tu peux faire encore des beaux résultats, c'est clair, mais pour être vraiment toujours au podium, je pense que c'est plus possible. Pratiquer plusieurs disciplines, Justin, tu l'as toujours dit, le géant, il t'aide en vitesse. Est-ce que arrêter le géant, c'est tirer un peu une balle dans le pied? Je me suis posé souvent la question ces dernières années parce que voilà, ça fait 2 ans que maintenant je me suis lancé dans la vitesse et je vois bien que d'être à la pointe dans 3 disciplines, il y a plus ou moins que Marco qui arrivent. donc je suis pas non plus aveuglé et je me dis il faut que je fasse ces 3 disciplines. Mais c'est aussi difficile quand on a été dans le top 7, un géant, d'avoir fait un podium, de se dire je laisse tomber cette discipline. Mais je pense que je vais devoir être un peu plus intelligent et devoir cibler un peu plus les courses dorénavant. Et c'est vrai que si je dois laisser tomber une ou l'autre course, ça sera le géant. Ouais. Les mauvaises langues, elles disent que c'est plus facile de monter sur un podium en vitesse qu'en slalom. Vous en pensez quoi, vous? Je ne veux pas dire que c'est juste, hein. Je pense que les mauvaises langues, elles devraient aller au départ d'une descente pour se rendre compte de ce que c'est. Peut-être comme Justin, ce qui maintenant, je trouve qu'il a une super situation. Comme j'ai dit, il a beaucoup de confiance. Mais il y a une chose que ça me plaît vraiment quand j'ai lu ski à Sölden, le stabilité. Il était stable, il était assez facile à voir, il a attaqué, il était très calme dans son mouvement. Et puis ça c'est une chose que ça me plaît vraiment.
Parce que maintenant, il peut être ouvert, il peut prendre ça pour la vitesse, mais je suis sûr, s'il skie comme ça aussi au géant, il continue à skier parce qu'il avait là, comme il a dit, le 4e temps, il peut faire encore mieux. Avec la confiance, il peut faire maintenant, ok, je fais ce géant, je fais pas ce géant. Voilà, et là, il est maintenant libre. Et puis la base, il a repris. Maintenant, il sait techniquement, je suis prêt, je suis fort. Et puis maintenant, la vitesse, je prends le courage, je prends mon motivation. Et c'est un truc que je trouve que c'est génial parce qu'au monde au Beaver Creek, c'est une descente technique, c'est un super jet technique. Le géant, parce qu'il était monstrueux au plat, au soldat. Et voilà, je pense que c'est pour lui, c'est super bien commencé. Et puis, je suis sûr, s'il a des santé, aussi avec l'expérience comme il a, qu'il a une bonne chose pour préparer maintenant cette saison. Merci messieurs, c'était très intéressant de discuter de cette thématique avec vous et on passe tout de suite à la rubrique vue sur les réseaux sociaux. On a parlé de changement de discipline, mais on va également parler de changement de sport. Une athlète que vous connaissez peut-être, Viviane Herry, qui a arrêté sa carrière en janvier dernier. Elle s'est reconvertie dans la course à pied. Elle a participé le week-end dernier au semi-marathon de Lucerne, 21 et quelques kilomètres, qu'elle a couru en 1h27, soit environ 4 minutes 08 le kilomètre, une jolie performance. Effectivement. Camille Rast, elle, participe régulièrement à des compétitions d'enduro. Esther Ledecka se mesure à l'élite en windsurf. Et puis Bode Miller, c'était le tennis. Justin, toi, c'est le motocross. C'est une passion ou tu pourrais imaginer, après ta carrière de skieur, faire des compétitions ? Non, je pense qu'il faut rester réaliste. Finalement, être sportif d'élite et puis essayer de se battre avec l'élite, c'est pas donné à tout le monde déjà dans un sport, et d'essayer de le faire dans 2 sports, c'est quasiment impossible. Donc, et mon niveau de moto, il est beaucoup trop bas pour espérer faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si j'avais pu choisir, étant enfant, d'être pilote, j'aurais bien aimé. Ouais. Et toi, Sylvain, vers quel sport tu t'es dirigé après ta carrière de skieur ? Quand j'étais plus petit, j'ai fait beaucoup du foot. J'ai aimé aussi. Maintenant, c'est clair que j'ai les 2 enfants. Alors là, je fais beaucoup de sport dans toutes les directions. C'est un gros plaisir. Mais voilà, j'ai eu pas vraiment un hobby comme lui, il a eu le moto. À côté, j'ai eu plus ou moins presque que le ski, mais j'ai fait clairement aussi des autres sports. Il y en a un qui a dû se diriger vers d'autres activités, le vélo, mais aussi de la rééducation suite à sa blessure. C'est Alexis Pinturo. On lui passe un appel juste après la pub. Vivez local, banquet local. C'est un skieur au palmarès les plus fournis du Cercle Blanc qui nous fait l'honneur de sa présence via Teams ce soir. Alexis Pinturo, c'est 77 podiums en Coupe du Monde, 34 victoires, 8 globes de cristal, dont le gros du général en 2021, 3 titres de champion du monde et 3 médailles olympiques. Alexis, salut. Déjà, comment tu vas après ta rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche? C'était à Wengen en janvier dernier. Ça va plutôt bien. Merci en tout cas de m'avoir invité. Et dans l'ensemble, on va dire que la convalescence s'est plutôt bien passée. Maintenant, je suis dans la dernière étape qui est celle de remettre de l'intensité en vue de revenir sur la compétition. Et l'objectif, c'est d'être présent, bien entendu, maintenant sur Beaver Creek. C'est ça l'objectif, c'est d'être au départ pour la descente et le Super G et le géant à Beaver Creek, ça sera dans 1 mois et demi. Alors,
Sur quelle épreuve? Et ça reste encore à définir. Est-ce que j'arriverai à m'aligner sur les 3? Dans l'idéal, j'aimerais bien, oui. Avec les entraîneurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais si on doit faire un choix, on fera un choix probablement au détriment du coup de la descente. Faut savoir qu'aujourd'hui, depuis que j'ai repris le ski, j'ai jamais fait plus de 4 jours de ski à la suite. Pour économiser mon genou, pour qu'il se remette bien, pour pas qu'il y ait d'inflammation au quotidien. Donc ça va être un réel challenge d'envisager de faire 5 jours à la suite avec les 2 jours d'entraînement et les 3 journées de course, parce que ça veut dire aussi des intensités qui seront au maximum. Et donc, ça impactera fortement mon genou. Donc ça, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra, s'il faut faire des choix, il faudra peut-être en faire et être judicieux là-dessus. Ce soir, on parle beaucoup de polyvalence. Tu fais partie de ces athlètes les plus polyvalents du circuit, du slalom, du géant. Tu t'es mis ensuite au super G avant d'attaquer maintenant la descente. Pour toi, c'est important de pouvoir aller combiner discipline technique et de vitesse. Moi, je trouve que c'est important, alors pour plusieurs raisons. Déjà, parce que dans le ski, on a un gros globe. Donc, qui dit gros globe dit avoir des concurrents qui s'alignent sur plusieurs disciplines. Donc, ça veut dire au moins 3, de manière générale. Si ce n'était pas possible par rapport au calendrier déjà de le faire, il faudrait se poser la question de l'intérêt d'avoir toujours un gros globe. Par contre, derrière, ça a aussi un intérêt parce que c'est des réels défis logistiques, mais aussi d'entraînement. Et ça pousse les gens à être, je pense, intéressés par l'histoire de notre sport et aussi par les compétitions qu'il peut y avoir pour aller chercher le gros globe. Bah, justement, tu as gagné en slalom et il y a un peu plus d'une année, tu as choisi d'arrêter cette discipline et te lancer pleinement en descente. Pourquoi ce choix? Le choix, il venait déjà d'un peu plus d'une orientation et une motivation dans ma carrière. J'étais arrivé à 31 ans, je finissais ma saison et je me disais, bon, je suis devenu champion du monde chez moi, j'ai gagné le gros globe, j'ai gagné dans presque toutes les disciplines. Il y a encore une seule discipline où j'ai jamais réussi à aller chercher le podium ni la victoire. Peut-être que c'est le moment en tout cas de s'essayer à cette discipline-là. J'ai eu pendant de nombreuses années des essais avec les combinés, à me frotter sur la descente. Donc j'avais pris le départ de presque toutes les descentes du circuit, mais pas dans le même objectif, bien entendu. Et là maintenant, il est clair que depuis la saison dernière, l'objectif a changé et je trouve que la motivation est très intéressante et ça me permet aussi de voir les choses différemment pour la fin de ma carrière. Je vise plus réellement le gros globe, même plus du tout le gros globe. Donc je peux viser d'autres choses. Je peux me trouver des nouvelles motivations et des nouvelles formes de m'entraîner pour m'améliorer. Et ça, je trouve que c'est enrichissant pour la deuxième partie de ma carrière. Alors, tu parles de Milan Cortina. S'il y a encore un rêve, c'est gagner l'or olympique ou remporter une descente sur la Streif. C'est une question difficile, ça. C'est sûr que l'or olympique, ça parlera à tout le monde. Donc, c'est probablement l'un des grâles qui est les plus beaux quand on est un athlète. Je dis bien athlète et pas uniquement skieur. Et donc, c'est, je pense, quelque chose que j'aimerais pouvoir gagner dans ma carrière. Après, donc, je choisirais l'or olympique, naturellement, mais c'est sûr que gagner une victoire en descente, ça paraît aux puristes du ski alpin, ça parlerait à tous les passionnés, à tous ceux qui aiment notre sport, et c'est une dimension qui est différente, mais qui va plus être pour les pro ski et non pas pour le sportif que je peux être dans son ensemble. En tout cas, on te souhaite d'accomplir tes rêves, que ce soit en descente aux Jeux Olympiques. Merci de cet entretien, d'être passé dans l'émission de l'après-ski. Et on se réjouit aussi de te retrouver sur la Coupe du Monde le plus rapidement possible. Merci Alexis. C'est gentil, merci. Justin, c'est ta première apparition dans l'émission de l'après-ski, donc c'est l'occasion de revenir sur toi, sur ta carrière, sur les hauts et les bas dans l'entretien. Tu viens d'entamer ta 12e saison de Coupe du Monde après 186 départs. Tu prends toujours autant de plaisir ou il y a un peu de lassitude? Non, alors au contraire, pas de la lassitude parce que sinon j'aurais déjà raccroché les skis et j'aurais déjà choisi de faire quelque chose d'autre. Mais non, je commence à vraiment prendre beaucoup de plaisir même à l'entraînement physique alors que c'était quelque chose qui pour moi au début était
pas du tout. Ouais, c'était une corvée. Ouais. Et j'aimais pas, parce que moi j'aimais skier, j'aimais m'amuser, j'aimais pas aller en salle de force. Après, c'est peut-être aussi la manière dont on s'entraînait qui me plaisait pas trop. Et maintenant, le fait d'avoir mon propre entraîneur, une direction qui est ajustée à mon corps, et ça, c'est vrai que je commence même après à me prendre du plaisir dans le physique. Et sur les skis, le fait d'avoir pu changer de discipline, d'être parti sur la vitesse, et maintenant de voir aussi que j'ai du potentiel et peut-être aller chercher des gros résultats en vitesse. C'est vrai que c'est très motivant et tout ça fait que j'ai beaucoup plus de plaisir encore et aussi l'équipe est superbe. On n'est que 3 dans l'équipe, donc ça c'est aussi quelque chose qui est cool. On a une bonne ambiance. Avec Gino Caviezel et Marco et Dermatt. Marco Dermatt, Ouais. exactement. Petit quiz, Justin, ta première apparition en Coupe du Monde, c'était en janvier 2010 à Delboden. Lors de cette course, il y a 3 autres athlètes qui sont encore actifs. Tu arrives à les citer ou pas? Waouh. Alors, c'était un slalom, hein, c'est juste, ouais. Mais le jour-là, ils ont couru aussi. Ils ont couru avec toi, ouais. Alors, je dirais Alexis Pinturo. Non. Waouh. Alors, s'il n'y a pas Pinturo. Alors, Marcel Hirscher. Oui, Marcel. qui est de sur le nouveau podium. actif. Chez les Français. Je peux t'aider, c'est 2 athlètes qui sont également passés sur la vitesse désormais et italiens. Et italien. Et Inerhofer. Christophe Inerhofer. Il a couru en slalom et aussi. il faisait du Ok, slalom, ok, c'est ok. assez fou quand on y pense. Ok, Et le troisième, je ne pensais pas qu'il avait fait du slalom. Le troisième qui aurait fait du slalom et qui est toujours actif, il reste que Paris, mais. Mattia Cassé. Ah, ok. Mattia Ok, Cassé. d'accord. Ouais, donc. Voilà. Ce jour-là, tu t'étais pas qualifié pour la deuxième manche. Par contre, Sylvain, tu te souviens combien tu avais fini de cette course 2010 à Delboden? Peut-être 13. T'es pas loin. C'est ton meilleur résultat à Delboden. Ouais, j'étais pas très fort là. Ouais. Je sais plus. 10e. 10e. T'aimais pas Delboden? Ah, j'ai eu toujours un peu la peine, surtout dans le mur. J'ai préféré Wengen. Voilà. Justin, tu as aussi vécu 3 saisons blanches avec de nombreuses opérations de genoux. Il y en a eu combien au total? Beaucoup, trop. Effectivement, voilà, les 2 saisons blanches du début, c'est celles qui ont lui laissé le plus de marques parce que quand on a 18-19 ans et on perd 2 saisons l'une derrière l'autre, c'est très dur de revenir, on n'a aucun point de repère et finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent te guider parce que ils sont aussi dans leur carrière, ils ne peuvent pas s'arrêter, prendre le temps de t'aider, donc il faut un peu chercher les chemins à suivre. Et puis finalement, j'ai eu encore un troisième croisé, je suis en train de réfléchir, un troisième croisé en 2018. Et sinon, il y a eu une fois le ménisque et encore une fois un petit nettoyage. Donc ça fait 5 opérations à ce genou-là et voilà, c'est déjà assez. Tu disais avant que tu n'aimais pas regarder en arrière, mais au final, ces accidents t'ont permis de devenir l'athlète que tu es aujourd'hui, de te construire. Oui, c'est vrai que c'était difficile quand j'étais jeune d'accepter que les gens me disaient tu verras, tu vas apprendre des blessures, tu vas devenir plus grand. Et non, effectivement, c'est vrai que j'ai appris, je skie différemment, je vois les choses différemment, je m'entraîne mieux, j'essaie d'écouter un peu mieux mon corps et de faire un peu moins le brûlot. Et donc ça, c'est toutes des petites choses qui m'ont aidé. Après, quand on voit les carrières qu'ont eu des mecs comme Hirscher, comme Pinturo, qui ne se sont jamais blessés, je ne dis pas que j'aurais pu me battre avec eux à long terme, mais par contre, je pense que j'aurais eu quand même un peu plus de succès dans ma carrière. Ouais. Sylvain, tu as aussi connu une déchirure du ligament croisé en 2007, des problèmes de dos, mais aussi une cheville qui t'a embêté. Est-ce que le ski, c'est un sport ingrat? Ah, c'est un sport qui est... Moi, j'ai entendu dans les documentations de Jörg Sperry que 93% a comment tu dis, Grosse blessure. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est clair. Et dans une saison, hein, c'est pas dans toute la carrière, c'est 93% que tu peux avoir des blessures. C'est énorme. Et puis, voilà. J'ai entendu aussi 80% de ligaments croisés, c'est que 50 qui revient sur le niveau que tu as eu. Et puis 50% de nouveau, c'est de nouveau un ligament croisé, mais de l'autre côté. Alors là, on entend des choses, voilà, c'est le ski, c'est clair, c'est énorme pour le corps, c'est brut, voilà, les ligaments, voilà, le dos, c'est clair que les skis vont toujours plus vite, on a plus les langues qui sont encore un peu plus dedans,
c'est clair, à la fin, le corps, c'est le même. C'est pour ça, c'est important. La préparation, c'est de plus en plus important. Écouter sur son corps, comme il a dit maintenant. S'il y a quelque chose, on fait un jour de pause peut-être. Ça, ce sont des choses que je trouve que les anciens skieurs ou ceux skieurs qui ont beaucoup d'expérience, ils ont un avantage. Et c'est pour ça, c'est juste une blessure, ça te fait mieux. Dans différentes situations, tu es un peu plus cool des fois, tu restes calme, tu dis ok, je fais un jour, tu poses. Et moi, je trouve que ça fait du bien pour le corps, pas que pour le corps, c'est aussi pour ici. Et puis voilà, les ligaments que j'ai eu croisés, c'était clair, c'était 8 mois loin. Mais quand je suis revenu, j'étais beaucoup plus fort. J'ai eu un peu différent par rapport à lui parce que j'étais déjà devant au Coupe du Monde. Ça m'a aidé énorme. C'est pour ça que lui, il fait maintenant. Pour moi, c'est une chose encore un peu plus, comment on dit, respect. Parce que voilà, il n'était pas encore devant. Il a eu cette blessure. Il n'a pas su comment c'était pour être devant. Et revenir comme ça, comme il fait maintenant, c'est toujours beaucoup plus difficile par rapport à moi ou par rapport à quelqu'un comme Alain Alexis. Il était déjà le meilleur, il était déjà devant. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Voilà, c'est clair que c'est un avantage. Justin, beaucoup disent que tu n'as jamais été aussi affûté que maintenant à 32 ans. C'est aussi ton avis? Oui, je pense, parce que comme j'ai dit, je prends même du plaisir en condition physique, donc ça me gêne plus d'aller en salle de force et j'ai peut-être échangé quelques heures de salle de force par rapport aux quelques heures de moto que je faisais avant. Et non, c'est vrai que comme il a dit Sylvain, il l'a très bien dit, c'est de plus en plus important la préparation. Et ça, j'ai eu la chance de le remarquer quand j'étais avec Florian Lorimier, et c'est vrai qu'on avait déjà axé énormément. Mis beaucoup d'importance sur tout ce qui était la condition physique, et aujourd'hui j'ai rien changé de ce côté-là avec mon nouvel entraîneur. On est vraiment très très précis dans la condition physique et dans la prévention des blessures. Ouais. Ton nouvel entraîneur, il t'a permis de passer un nouveau cap athlétique. Alero Hervas, l'ancien préparateur physique de la Ragout Berami, qui désormais s'occupe de Marco Dormat, Gino Caviezel et toi. Oui, Alero, à ce niveau-là, on ne peut pas non plus gagner 25% en une année. J'étais déjà à un bon niveau avec Florian, et puis là, on a repris de ce que j'avais et on a essayé d'améliorer à quelques endroits. Mais souvent, quand tu améliores à un endroit, tu stagnes ou tu perds à un autre. Donc, moi, j'ai l'impression d'être au moins autant en forme qu'avant, voire même un petit peu mieux, mais c'est pas non plus... je dirais flagrant les progressions. Tu as 32 ans, on voit des skieurs qui à 40 ans étaient performants. On pense à Johan Claret, il y a encore Adrien Théo qui est sur le circuit. Tu dois continuer jusqu'à quand? Tu penses aller jusqu'à la quarantaine également? Bon, sincèrement, j'ai pas trop de plan de longévité. Moi, mon plan, c'est de performer d'année en année, et tant que je peux me battre tout devant, j'ai envie de continuer et que j'ai du plaisir, parce que mine de rien, ça peut paraître bête, mais de performer et de pas avoir de plaisir, ça c'est pas sympa. Donc, tant que j'arrive à avoir ce plaisir à skier et de me battre tout devant, je vais continuer. Et après, c'est clair que si j'arrive à être en santé, surtout, et pas avoir trop de douleur, ça serait quand même l'idéal. Ouais. Retrouver les joies de ce moment de décembre 2020, ton podium à Alta Badia. Ouais, alors... Le masque est fabuleux. Hein. C'est vrai que dernièrement, j'y avais jamais pensé, mais il y a quelqu'un qui m'a énombré le nombre de 4e places que j'ai fait et de 5e place, où j'ai souvent passé à côté pour pas grand-chose. Alors, bien sûr, ça fait partie du sport, mais c'est vrai qu'il m'a fait du bien, parce que finalement, pour l'instant, c'est le seul. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont venir encore, donc c'est pour ça que je me bats. Et notamment la 4e place aux Jeux Olympiques, c'est peut-être celle-ci qui était la plus cruelle lors du combiné à Pékin. Non, je pense que voilà, c'est une. Mais je dirais la 4e place à Bormio l'année passée, c'était pareil. J'ai eu les 4e places à Alta Badia, j'ai eu pas mal de 4e places qui m'ont fait un peu... Je dirais que c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir les centièmes de mon côté, mais comme toute personne qui fait 4e, donc voilà, après c'est vrai que... J'espère que j'arrive à mettre toutes les choses de mon côté pour faire plutôt des podiums que des 4e places. On te voit beaucoup avec Marco Dormat, notamment lors de la reconnaissance. Vous vous aidez mutuellement, vous entraidez à devenir meilleurs l'un et l'autre. En tout cas, Marco le dit souvent, il est content de t'avoir à ses côtés, et je pense que la réciproque est de même. Finalement,
on oublie, on est un sport individuel, mais on vit en équipe tout le temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que on est tous des caractères différents. On se bat je veux dire, si Marco il gagne le général de la Coupe du Monde, ça va pas me mettre du beurre dans mes épinards, hein. Donc, donc c'est un peu difficile des fois de se donner des conseils, de s'aider. Mais au final, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, au niveau où j'en suis, au niveau où il est lui, on arrive les deux à profiter de ça. Et je pense et j'espère que si je me bats avec lui pour des podiums, bah, ça sera sûrement un peu différent. On va peut-être parler de choses plus générales et un peu moins précises, mais pour l'instant, on arrive les deux à en profiter. Ouais. Sylvain, c'est important de pouvoir compter sur une équipe soudée pour pouvoir progresser. Je suis absolument d'accord. Oui, je pense que ça aide parce que c'est une équipe voilà, qui progresse bien. Moi, j'ai eu ça pas. J'étais le tout seul au slalom. Des fois, ouais, j'ai bien aimé aussi si on était 3, 4, 5 coureurs en plus pour se battre aussi un petit peu dans l'entraînement. Et ça aide. Tu vas toujours un peu en limite. Et puis voilà, dans la course, voilà, ça aide, c'est clair. Mais voilà, j'étais le tout seul. Voilà, c'était comme ça. Eux, ils ont maintenant un peu plus la chance. C'est aussi un peu des copains qui sont grandis de jeunes un peu plus à haut. Moi, je sais de 2077, c'était Defago, Ambrosi, Grunenfelder. Et puis les prochains, ils étaient 8-3. C'était Daniel et Marc. Et dedans, moi, j'étais le tout seul. C'est clair, j'étais toujours le tout seul quand j'ai fait du slalom. Quand je suis skié en vitesse, parce que j'ai fait les 4 disciplines. Je me souviens bien encore, Fresner, il a dit, ouais, Sylvain, demain tu vas là. Ah non, aujourd'hui c'est pas bon, hein, alors tu vas là-bas. Il m'a dit où je dois aller. Et voilà, c'était un peu plus difficile pour moi, pour être avec un copain ensemble dans la chambre, un peu sur le ski, aider ensemble, c'était un peu plus dur pour moi. Ils m'ont dit des fois, tu es toujours tout seul, mais je ne suis pas une personne qui peut être tout seul. Mais c'était la seule possibilité là. Des fois, je pense, ouais, si tu es plus de coureur dans le niveau que tu montes quand tu es jeune, ça aide parce que tu le connais. Voilà, c'est une autre relation. Sinon, tu es vraiment toujours tout seul. Et c'est vraiment, comme il a dit, au départ, tu es tout seul. Mais quand tu es aussi toujours à côté tout seul, c'était des fois aussi pas facile du tout. C'est pour ça que je trouve que c'est super bien que ce que l'équipe là ils font. Ça donne raison, ils ont fort, ils ont devant. Voilà, c'est un plaisir aussi aller s'entraîner ensemble, aller voilà, en Amérique ou en Amérique du Sud. Ils sont toujours ensemble. Et jouer du kart, ça fait du bien parce qu'on est normal comme des autres. Et puis voilà, je pense que c'est bien comme ça. Justin, pour revenir sur la saison à venir, si on doit mettre une pièce sur toi, Bormio, Kitzbühel ou Beaver Creek? Les 3. Tu prends les paris, Sylvain? Ouais, je suis là, je dis absolument les 3 parce que les 3 sont techniquement très très durs. Voilà, il a les techniques avec, il sait, il peut faire, il aime la descente. Alors, toutes les 3 descentes pour moi, même des autres encore, hein, pas que les 3. Mais voilà. Si tu dois en cocher une? Si je dois en cocher une, puis que j'ai le droit de choisir, c'est clair Kitzbühel, c'est la plus intéressante. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les descentes qui étaient, ou même les géants un peu plus techniques, et où finalement, j'ai l'impression que si on met 30 portes d'affilée sur une piste très facile, je ne fais pas partie des meilleurs au monde. Par contre, quand ça devient difficile et il faut avoir de la tactique, là, par contre, c'est une de mes qualités. Donc, Bormio, très intéressante. Beaver Creek, si j'arrive à limiter la casse sur le premier plat, je pense que ça peut être très très bon aussi. Et Kitzbühel, on a pu voir l'année passée, malgré l'erreur que je fais en haut, j'étais très très vite. Donc voilà, il faudra mettre tout en place. Et puis après, ce qu'on sait dans notre sport, on parle tout le temps de ça, c'est la confiance. Et on sait que si on arrive à bien débuter la saison et puis à un peu aller avec cette vague-là et être sur un petit nuage, il y a vraiment des belles choses à faire. Ouais. On va maintenant passer aux questions au tac, Justin. Ta piste préférée, Alta Badia ou Bormio? Alta Badia. La raclette Balifar ou la tortilla à Alero? La raclette. Ton rêve, vainqueur de Coupe du Monde ou médaillé aux mondiaux? Vainqueur d'une Coupe du Monde ou du général de la Coupe du Monde? Du général. Alors, vainqueur du général de la Coupe du Monde. Plutôt lève-tôt ou lève-tard?
Lève tard. Valentino Rossi ou Didier Cuche? Valentino Rossi. Plutôt café, boisson énergisante ou pas besoin de tout ça pour être au taquet? Elton Imate. Et pour terminer cet entretien, je te laisse répondre à une question de quelqu'un que tu côtoies assez souvent. Hop là. Tchac. C'est récent ou bien non? Oui. Hello Justin, on sait que la saison elle vient de commencer, mais il faut déjà préparer les prochaines vacances. Et je me demandais si après tes premières expériences en camping, si tu avais déjà prévu la destination pour les prochaines vacances. Ciao ciao. On ne sait pas ce qui s'est passé au camping, mais on veut bien une réponse. Ouais. Donc vous voulez savoir quoi? L'histoire qui se cache derrière la question de Daniel. Il m'arrive une petite aventure avec un soir et puis avec la voiture et j'ai dû dormir. J'ai dû dormir dans la voiture et Daniel a dû venir me sauver le lendemain. Donc ça c'est le camping qu'il a, j'imagine, il l'a évoqué. Et pour les vacances, je vais partir demain pour Ibiza pour 5 jours, pardon. Et c'est ça la coupure que je fais, vu que cette année j'ai pas pu prendre de pause. Et c'est vrai que je pense que c'est pas mal de redescendre complet avant d'attaquer une longue saison, surtout que les mondiaux ils sont en février et d'arriver à la pointe là, ce sera important. Merci messieurs d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Sylvain, c'était également ta première sur ce plateau. Tu seras très certainement amené à revenir ici. En tout cas, on l'espère que tu puisses nous faire part de tes expertises durant l'hiver. Justin, tu nous as parlé d'Ibiza, le départ au Canada, c'est prévu pour? En Amérique, le 18 novembre, on s'entraîne à Copper Mountain et ensuite on a Beaver Creek début décembre. C'est les États-Unis, donc pas le Canada. Exactement. Voilà, tout à fait. Pour un truc meilleur. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler avec de nouveaux invités de réorientation professionnelle post-carrière. On se quitte en musique, avec la musique que Justin a choisie, Today is a Day, de Steel Corners. Il écoute ça en voiture. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais romand.